Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons voir la correction de l'évaluation concernant le chapitre Nourrir les hommes. Donc pour commencer, je vous rappelle, il y avait une première partie sur l'évaluation des connaissances et une deuxième partie concernant l'étude de documents. Donc première question, combien d'habitants ne mangent pas à leur faim sur Terre? Donc comme on a pu le voir en classe, on compte environ 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim sur Terre, c'est-à-dire à la fois souffrant de malnutrition ou de sous-nutrition ou souffrant également de famine. Donc comme on peut le voir sur le graphique, mais également sur la carte, c'est essentiellement l'Afrique et l'Asie, le texte le remet en avant notamment concernant l'Afrique, qui vont souffrir de ce problème. Deuxième question, qu'appelle-t-on la famine? Donc la famine, c'est l'absence de nourriture pouvant entraîner la mort. On compte actuellement 50 millions de personnes qui souffrent de cette famine sur les 800 millions qui ne mangent pas à leur faim. Donc je rappelle aussi que la famine, elle est issue de plusieurs facteurs, donc souvent le sous-développement va être mis en avant, et à côté de ça, il va y avoir des conditions exceptionnelles telles que la guerre ou les catastrophes naturelles qui vont entraîner des récoltes insuffisantes, soit par la destruction de ces dernières, soit par l'épuisement des stocks, soit par le manque de semences. Troisième question, qu'appelle-t-on la sous-nutrition? La sous-nutrition, c'est tout simplement une ration alimentaire qui va être insuffisante, ce qu'on appelle également la faim silencieuse. Cette sous-alimentation, je tiens à rappeler que c'est quand même l'un des principaux facteurs qui va entraîner la mort chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement. Donc, si vous regardez cette carte, dans les pays où la situation alimentaire est la plus dangereuse, vous voyez que l'Afrique et l'Asie ressortent à nouveau. Quatrième question, c'était le vrai ou faux. Donc tout d'abord, la croissance de la population mondiale augmente les besoins alimentaires. Donc ça, on avait pu le voir. Donc je vous rappelle, la population mondiale ne cesse d'augmenter et va continuer à augmenter d'ici 2050. On voit notamment que l'Asie et l'Afrique sont grandement concernées, ce qui fait que la population mondiale va augmenter au point d'atteindre pas loin de 10 milliards d'habitants. De façon complètement logique, les besoins alimentaires vont augmenter, notamment en Afrique où ils vont exploser, et également en Asie. On peut voir qu'en Amérique latine ou en Océanie, les besoins vont également augmenter, mais de façon un peu moins importante. Donc, la réponse est vraie. Deuxième affirmation, le nombre de personnes sous-alimentées augmente. Donc ça, c'est une question qui est un petit peu épineuse, puisque cela va dépendre des dernières études qu'on peut mettre en avant. Et là, en l'occurrence, ces dernières études, elles ont tendance à dire que les personnes en situation de sous-alimentation augmentent. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre de personnes en situation de famine baisse, mais le nombre de personnes qui souffrent de la faim augmente. Donc du coup, on estime que le nombre de personnes sous-alimentées augmente. C'est notamment un rapport de l'ONU qui a mis en avant le fait que les conditions climatiques exceptionnelles, liées notamment au réchauffement climatique, mais également les guerres, sont responsables justement de cette augmentation de la sous-alimentation. Donc la réponse est vraie. Troisième affirmation, la malnutrition ne concerne que les pays pauvres. Donc là, il faut revenir sur la définition de malnutrition. Donc la malnutrition, c'est une ration alimentaire déséquilibrée. Et donc, ça veut dire que c'est une ration qui ne correspond pas aux 2500 kilocalories qui sont utiles à l'homme. Donc là, bien sûr, on a deux problèmes qui vont en sortir. Donc tout d'abord, il y a le problème concernant le surpoids, puisque dans les pays développés et les pays émergents, le surpoids concerne plus de 2 milliards de personnes, dont à peu près 700 millions d'obèses, donc c'est un véritable problème. Et à côté de ça, on voit également que dans des pays émergents, notamment le Brésil, il y a un réel problème concernant la malnutrition. Donc ce n'est pas seulement les pays pauvres qui sont concernés par ce problème de la malnutrition. Donc
La réponse est fausse. Enfin, dernière affirmation, une agriculture très développée permet de nourrir toute la population. Donc là encore, l'exemple brésilien qu'on va utiliser va permettre de répondre à cette question, puisque je vous rappelle, le Brésil, c'est le principal producteur mondial, et pourtant, si on regarde la carte, on voit que une large partie du Brésil, notamment le nord et le nord-est, sont concernés par des graves problèmes d'alimentation. Donc du coup, la réponse est fausse. Maintenant, cinquième question, expliquer en quelques lignes pourquoi peut-on parler de situation particulière au Brésil au niveau de l'alimentation. Donc là, on va reprendre ce qu'on vient juste de dire, c'est que tout simplement, je rappelle que le Brésil est le principal producteur mondial, ce qu'on appelle le grenier de l'humanité, donc notamment avec des productions très très importantes, notamment du café, de l'orange, du sucre, du soja, de la viande, et des ventes très très importantes à l'étranger. Cela permet d'ailleurs au Brésil d'avoir une balance agroalimentaire très très importante. C'est le premier excédent mondial, donc une réelle puissance agricole mondiale mise en avant. À côté de ça, vous allez avoir le problème du fait que au Brésil, on compte quand même une certaine insécurité. Donc on a beau produire pour le reste de la planète, on a quand même que 65% de personnes qui mangent à leur faim. Donc effectivement, c'est là qu'on a un réel paradoxe. Donc une agriculture très importante organisée par l'agriculture commerciale, mais au Brésil, la sécurité alimentaire n'est pas assurée pour la totalité de la population, notamment dans les régions du nord et du nord-est. C'est avant tout de l'agriculture vivrière qui est développée. Donc du coup, parmi ces différentes raisons, on peut mettre en avant le fait que l'agriculture commerciale est surtout liée à la vente à l'étranger, que 70% des Brésiliens se nourrissent par cette agriculture vivrière, mais également que la population ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne un stress vis-à-vis de cette alimentation. Sixième question, qu'est-ce que l'agriculture vivrière si c'est un continent où cette pratique est développée? Donc l'agriculture vivrière, c'est une agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. Elle est peu mécanisée et donc du coup sa production n'est pas destinée à la vente. Je vous rappelle que les rendements sont très très faibles et donc du coup cette production elle est en partie autoconsommée par les paysans et la population locale. C'est vraiment une agriculture de type familial. Donc sur la carte, on peut voir que cette agriculture vivrière qui apparaît en jaune et en vert sur la carte va essentiellement se faire en Afrique, en Amérique latine et également dans une large partie d'Asie, notamment l'Asie du Sud, où on va produire essentiellement des légumes et des céréales en faible quantité. Donc, pourquoi peut-on dire que l'agriculture commerciale n'est pas bonne pour l'environnement? Les limites sont très importantes, donc il y a le fait qu'on va avoir une consommation excessive en eau, le fait que avec la mondialisation, on fait des déplacements de plus en plus importants, d'où une pollution pour le transport, le fait que l'élevage se fait essentiellement en batterie, donc du coup il n'y a pas un respect de la condition animale très important. Le fait également qu'on utilise des pesticides pour avoir des meilleurs rendements, et donc du coup cela a un risque sur la pollution des sols, mais également sur la santé. Et enfin, on a la tendance à utiliser des OGM dans certains pays pour pouvoir permettre aux espèces d'être plus résistantes, mais il y a un réel débat autour de maladies comme le cancer qui pourrait toucher l'homme par rapport à ce genre de manipulation génétique. Donc la dernière partie, c'était une étude de document qui était issue d'un article du Figaro du 17 juin 2015 qui évoquait la question de quoi l'huile de palme est-elle coupable. Pour commencer, quel est le produit qui est mis en avant? Effectivement, c'est l'huile de palme. Donc quel est le principal avantage de l'huile de palme? C'est sa rentabilité, puisque sa production demande peu de surface et son prix est inférieur à celui des autres huiles végétales. Donc troisième question, la consommation, comment elle a évolué? Donc on dit clairement dans le texte que il y a une hausse très importante de la consommation ces dernières années qui a nécessité un réaménagement de toutes les cultures pour du palmier à l'huile.
Est-ce que cette culture est durable? Là, la réponse, elle est évidente. Donc, comme on a dû augmenter les surfaces, on a dû détruire des millions d'hectares de forêt, et cela a une conséquence sur la biodiversité, puisque plusieurs espèces animales sont maintenant menacées. Mais cette suppression de la forêt est préjudiciable pour l'homme, puisque 40% de la population dépend directement de cette forêt. À quel défi doit répondre l'agriculture durable? Donc ça, on peut mettre en avant différents points. Donc l'agriculture durable, elle doit répondre au défi de produire une alimentation en plus grande quantité et de meilleure qualité pour nourrir l'humanité plus nombreuse. Donc c'est plutôt un pilier social. Elle doit assurer des revenus suffisants aux producteurs tout en proposant des prix abordables aux consommateurs. Donc c'est plutôt un pilier économique. Et enfin, elle doit également préserver la biodiversité, la qualité des sols et des eaux, et ne pas épuiser les ressources, afin de permettre la poursuite des cultures, donc plutôt un pilier environnemental. Dernière question, donner 2 exemples de solutions pour nourrir la population dans le futur. Donc là, je peux citer notamment pêle-mêle ce qu'on avait vu en classe, donc l'élevage d'insectes, notamment comestibles, puisque cet élevage est assez important au niveau de tout ce qu'on peut produire, mais a un impact faible sur l'environnement. Également, c'est très nourrissant, et c'est déjà utilisé dans pas mal de pays en développement. Enfin, on peut citer la fabrication d'un steak qui a été fait en laboratoire. Bon, là encore, c'est pas pour demain ces solutions-là, puisque le steak a été fabriqué en 3 mois. On peut également citer le développement des jardins urbains en ville, ces jardins collectifs qui peuvent aller dans le sens de l'agriculture durable. Donc, l'évaluation est terminée. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.